Bonjour à tous, je suis ravie de tous vous rencontrer et d'être bien entourée aujourd'hui. Je vais très rapidement me présenter. Moi, je suis Mallory Gombeau, conférencière, formatrice et consultante experte en l'intégration de l'IA dans les processus de la stratégie à l'implémentation technique. Et j'ai d'ailleurs aussi le plaisir d'être membre du conseil d'administration de la Mêlée. J'anime la commission IA et la commission emploi-formation. Voilà, je suis très heureuse et ravie d'être entourée d'autres formidables experts et praticiens du terrain aujourd'hui pour qu'on puisse vous apporter du concret, de l'évolution, de la transformation par les organisations. Pour prendre un petit peu la température de la salle, levez la main ceux qui démarrent de zéro quand on parle de l'intégration de l'IA dans les processus. Levez la main. Ok, pas beaucoup. Et ceux qui voilà, auraient déjà entamé un petit peu les process, levez la main. Ok. Donc on voit qu'on a un public hétérogène. Et rassurez-vous, tout ce qu'on va voir aujourd'hui a été prévu pour vous apporter à toutes et tous de la valeur. Et cette table ronde tombe bien puisque, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a eu une étude du MIT qui est sortie cet été qui annonce que 95% des projets d'intégration de l'IA générative n'ont pas abouti à de la valeur mesurable. Faute de pilotage de cette implémentation. Autrement dit, la valeur, elle est dans l'exécution et c'est ça que tout le monde va vous apporter aujourd'hui. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à chacun pour se présenter en deux petites phrases. Commençons par Alain. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Alain Ribera, donc je suis le directeur informatique d'une filiale d'Airbus qui s'appelle Airbus Atlantique. Airbus Atlantique, donc c'est une filiale qui est présente sur 5 pays et sur 3 continents. Donc on fabrique les aérostructures des Airbus, mais pas que. On fait aussi certains travaux pour d'autres clients comme Dassault Aviation, ATR ou Bombardier. Et donc voilà, c'est une entreprise de 15 000 personnes donc, qui est répartie, comme je vous l'ai dit, sur plusieurs pays. Et donc pour laquelle on essaye effectivement de déployer tous les moyens RH, mais aussi apporter les apports de l'IA sur l'ensemble du personnel. Voilà. Donc bonjour à tous, donc Jérôme Béranger, donc moi je suis le CEO de la société Goodalgo. C'est une société spécialisée dans l'accompagnement, l'audit et l'évaluation de l'éthique et l'approche éthico-réglementaire des entreprises, notamment pour leurs projets digitaux et notamment l'IA, sous forme de labellisation, d'audit, de formation, de consulting. Et à mes heures perdues, je suis aussi essayiste et conférencier dans ce domaine de l'impact de l'IA dans la société. Bonjour à tous, Laurent Péqueux, je suis un directeur associé du cabinet de conseil Euresis et on intervient sur toutes les transformations autour de la data IA en entreprise, des phases très amont, vraiment quand on est au début de l'histoire, quand on se pose la question de dire qu'est-ce que c'est, et puis après dans l'accompagnement des projets. Et ça on le fait pour différents types de structures, donc je pourrais apporter un retour d'expérience assez large, que ce soit des grands groupes comme Eiffage, Sanofi, des structures plus petites, des PME, ETI comme Manutan, Séché Entreprise, et puis aussi des collectivités comme la ville d'Avignon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je suis François Portal, je suis responsable SIRH à ATR. Alors ATR, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ça veut dire avion de transport régional. Qu'est-ce qu'on fait? On conçoit, on assemble et on vend des avions à turbopropulseurs, des avions à hélice. Et Robin Leperc, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Moi je représente, je suis CEO de Freelance République, c'est une plateforme de freelance dans la tech, on existe depuis 10 ans, on est présent un peu partout en France et notamment à Toulouse au travers d'une agence. On est pionnier dans l'approche Tech and Touch, donc effectivement l'IA représente une brique de plus en plus importante dans nos process. Que dire encore, on regroupe à peu près 120 000 freelances. Un chiffre d'affaires autour de 100 millions et on est au French Tech 120. Voilà. Merci à tous. On va pouvoir donc commencer. Vous avez compris, on va vous outiller sur des retours terrain, des méthodes, des conseils. On va commencer en parlant de tout le panel RH, climat social, gestion administrative, juridique, recrutement, gestion des carrières. Vous verrez toutes ces thématiques-là abordées ce matin. Sans plus attendre, on va commencer avec Laurent. Parlons d'abord évolution ou peut-être même révolution, l'IA dans les ressources humaines. Laurent, quelles sont selon toi
le rôle ou les rôles des ressources humaines quand on parle d'IA? Moi, il y a deux aspects finalement dans l'aspect de l'IA et la RH. Il y a à la fois l'IA au service de la RH, et là, c'est les impacts qu'on va trouver dans les processus et l'apport de valeur que peut avoir l'IA sur les processus, que ce soit un processus de recrutement, dans des logiques aussi de gestion de parcours, sur aussi l'analyse, par exemple, des entretiens de fin d'année pour trouver des verbatims. On voit aujourd'hui qu'il y a un apport de valeur assez fort sur l'ensemble des domaines et sur l'ensemble de la chaîne de valeur RH. Et ça, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième point pour moi qui est important et sur lequel je crois beaucoup, c'est l'implication aussi de la RH, finalement dans l'adoption et dans la transformation de l'IA dans l'entreprise, c'est-à-dire plus largement, finalement, comment l'IA vient impacter les emplois au sein de l'entreprise, comment bien accompagner, comment faire adopter le sujet et comment amener des éléments de conduite du changement et de formation. Nous, on l'a vu notamment, on accompagne pas mal FH sur ces sujets, qui est finalement la problématique de l'adoption. Alors, quand on parle d'IA, à la fois IA générative, mais aussi la mise en place de cas d'IA qui sont très embarqués dans les process métiers. Et c'est finalement comment on vient accompagner ces projets, comment on vient expliquer aux différents collaborateurs finalement les impacts que ça a, et finalement comment on peut venir faciliter et faire en sorte qu'il y ait une vraie adoption d'entreprise. Et là, pour moi, il y a un rôle clé de la RH sur ces sujets, à la fois dans l'accompagnement des collaborateurs, mais aussi l'accompagnement des managers auprès de leurs équipes. Merci. Jérôme, toi, tu parles d'une révolution culturelle, tant sur le plan du travail que sur le plan des compétences. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. En fait, on le voit bien. Je ne sais pas si on est dans une révolution technologique. En tout cas, on est dans une révolution d'usage technologique. Ça, c'est clair. Pour vous donner un exemple, Netflix, Airbnb, Amazon étaient considérés ou sont encore considérés comme des entreprises disruptives. Il leur a fallu entre 2 ans et demi et 3 ans pour avoir 100 millions d'utilisateurs. ChatGPT, 5 jours. Donc on n'est plus du tout dans la même dimension. Et pour la première fois, en fait, une nouvelle technologie, généralement, plus elle est disruptive et plus elle est complexe d'usage et elle est réservée à des élites. Et la courbe, en fait, de complexité ou d'apprioration, elle revient en arrière. Donc ça veut dire que maintenant, tout le monde peut avoir accès facilement à cette technologie. Avant les révolutions industrielles, c'était les cols bleus qui étaient impactés, c'est-à-dire les métiers de la manutention, du manuel, etc. Et pour la première fois, c'est les métiers des cols blancs, c'est-à-dire de l'intellect, de l'analyse, du conseil, que ce soit avocat, juriste, médecin, notaire, enfin même les audits, etc. Et donc ça change totalement. Il faut réinventer, je pense, vraiment la culture au travail, le sens au travail, du travail et au travail. Donc il y a toute une démarche à avoir là-dessus. Je pense qu'il faut sortir du siècle des Lumières, c'est-à-dire l'héritage où on était dans l'ultra-spécialisation des métiers. On était dans et c'était très bien à cette époque-là, au 18e jusqu'à maintenant, on va dire. Mais l'IA, elle est ultra-spécialisée. Donc si on ne change pas cette façon de concevoir le travail et d'apprendre et d'acquérir des connaissances, qui est ultra-spécialisée, on se met nous-mêmes, je pense, en formation, en éducation, en concurrence avec quelque chose qui est elle-même ultra spécialisée. Donc je pense qu'il faut revenir à ce que moi j'appelle une nouvelle renaissance. À l'époque, c'était une vision plus systémique, une plus grande culture générale. Et je peux vous donner un exemple très simple pour laisser la place aux autres après, mais c'est j'audite où je suis amené à intégrer des IA au sein des entreprises. Donc là, c'était dans le domaine de l'assurance. Et puis l'entreprise me dit, je ne comprends pas, j'ai recruté 2-3 jeunes qui sortent de l'école, qui sont des data scientists, data analystes, qui maîtrisent l'IA, et ils font des projets pour rebooster mes process, et en fait, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas cohérent. Je leur dis, maintenant, vous faites l'inverse. Vous prenez des personnes, des salariés qui connaissent le secteur, qui connaissent la connaissance de l'environnement. Vous leur faites faire une formation en alternance de 6 mois, 1 an, qu'ils apprennent, ils acquièrent les outils. Et après, vous les faites revenir. Et là, vous verrez qu'ils vont apporter du sens, parce que ce qui est très important dans l'IA, même ça reste un outil, c'est qu'il faut que ça réponde à la fois aux exigences du professionnel, mais aussi aux attentes du client ou du patient si c'est en médecine. L'un ne doit pas aller sans l'autre. Ça, c'est déterminant. Alain, pour donner ton expérience plus terrain,
Tu disais que vous à la DSI, vous accompagnez les ressources humaines pour intégrer l'IA. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de votre rôle là-dedans? Oui, oui. Alors d'abord, effectivement, le premier, une entreprise, c'est comme dans le monde. Donc on a des gens de tous horizons, donc qui ont des appétences pour l'IA, d'autres qui ont quelque part une crainte par rapport à l'arrivée de ces nouvelles technologies. Donc quelque part, il faut qu'on arrive à répondre à l'ensemble de ces périmètres. Donc on a d'abord dans le groupe un cadre, c'est-à-dire qu'on a dit, on a défini quels étaient les usages de l'IA permis, ce qui n'était pas permis. Et donc ça permet quand même aux gens qui ont un peu les yeux qui brillent avec l'IA, de quelque part de comprendre le champ dans lequel ils peuvent jouer. Et ça permet aussi aux gens qui sont un peu plus en crainte de ça, de comprendre que l'entreprise quand même adapte, comprend, attrape les sujets d'éthique qui vont avec et explique un petit peu comment et dans quel cas d'usage on va utiliser cet outil. Et je rejoins ce que tu disais, ce n'est qu'un outil et il faut se l'approprier de façon à ce qu'effectivement on en tire la valeur. Et donc ça c'est un sujet, et donc c'est effectivement un sujet qu'on travaille aussi avec nos amis RH parce que ça concerne tous les métiers. Mais ça concerne aussi un besoin d'accompagnement. Et donc ce besoin d'accompagnement, on le fait nous sur les aspects technologiques, la DSI, mais on le fait évidemment avec les RH, par exemple en créant des modules de formation. On prépare ça. On a déjà des formations cadres générales qui sont déjà en place dans tout le groupe, qui permettent à tout un chacun de savoir c'est quoi le cadre, quelles éthiques on travaille, etc. Qui permettent de savoir aussi comment on peut utiliser de façon basique un certain nombre d'outils. Mais il faut aller aujourd'hui plus loin. Si on veut utiliser un petit peu cette machine de guerre au sein des entreprises, il faut quand même attraper un petit peu plus une capacité de se former correctement à utiliser ces outils. On parlera après peut-être du prompt engineering, donc comment on fait du prompt engineering, comment on utilise ces moyens qui permettent à tout un chacun d'aller être plus efficace dans son travail. Donc ça, c'est un travail d'accompagnement qu'il faut créer des modules de formation avec des parcours, etc. Et donc ça, c'est un travail effectivement qu'on mène avec nos amis DRH. Merci. Et François, toi, tu parlais vraiment de le cœur de votre métier qui est assez critique, qui est assez aussi privé, on va dire ça comme ça. Et donc, tu parlais de à quel point l'IA peut ou ne peut pas substituer certaines tâches que vous faites. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, mais je vais faire écho à ce que disait mon homologue d'Airbus Atlantique. La technologie IA, elle est super intéressante. Aujourd'hui, il y a 33% des Français qui se servent de l'IA quotidiennement. L'approche d'ATR, c'est une approche que je qualifierais de curieuse, mais de prudente. La finalité qu'on va chercher, c'est que peut apporter cette technologie à notre cœur de métier, qui est la conception, l'assemblage et la vente d'avions à turbopropulseur. Ce qu'il faut faire derrière ça, c'est que derrière cette activité-là, on a entre les mains aussi la vie de notre équipage, la vie de nos passagères, nos passagers. Et du coup, cette appropriation de l'IA, on a décidé d'introduire cet outil de manière séquentielle. On a commencé par les fonctions support, dont la fonction RH, dont je fais partie, pour établir une règle éthique d'utilisation, en maîtriser les tenants, les aboutissants, et puis évaluer un petit peu la valeur qu'on peut créer ou qu'on peut augmenter au travers de ces outils. Notre cœur de métier, qui est encore une fois la conception, l'assemblage des avions, viendra dans un second temps. Mais c'est vrai que pour l'instant, on veut laisser sa chance et laisser sa place à cette technologie auprès de nos collaboratrices, auprès de nos collaborateurs, mais en commençant par des fonctions que je supporte, notamment les fonctions RH. Voilà. Et enfin, Robin, dans ton secteur et ta logique métier, comment toi tu parles de cette révolution, de cette transformation, notamment au sein de ton entreprise? Alors moi je parlerai plutôt d'évolution que de révolution. C'était d'ailleurs l'objet d'un petit peu des discussions préliminaires qu'on avait eues dans le groupe. Alors nous, chez Freelance République, mais on n'est pas très différent de nos confrères, on a une approche du recrutement qui se situe à l'intersection de nos recruteurs internes et puis d'outils qui viennent les augmenter, qui jusqu'à présent étaient plutôt des algorithmes, des outils, des filtres, voilà, pour pouvoir gérer des grandes bases de données, et puis qui sont en train d'évoluer vers des outils IA natifs. Je pourrais rentrer dans le détail un petit peu après. Mais fondamentalement, l'approche reste la même. Alors l'impact de l'IA là-dedans, c'est que nos salariés déjà utilisent l'IA à leur niveau. Ils commencent à utiliser ChatGPT, ils commencent à demander à ChatGPT de comparer des fiches de poste, ils commencent à demander à ChatGPT de résumer éventuellement des entretiens. Alors ça, on leur demande de ne pas le faire parce qu'on tient absolument à avoir le feedback de nos talent advocates sur les échanges avec les candidats.
Mais il y a déjà, je dirais, cette IA un petit peu plaquée qui vient s'ajouter sur les habitudes de travail de toutes nos populations chez Freelance République. Et puis il y a l'autre partie qui est la partie technique, où là, effectivement, on est dans un changement plus profond parce qu'on passe ce que j'expliquais, d'un modèle un petit peu classique, même s'il y a des algorithmes assez élaborés. Nous, ça fait longtemps qu'avec nos équipes internes, on travaille autour de ces algorithmes. Ça fait 10 ans qu'on existe. Et donc, ça fait 10 ans que les équipes internes planchent sur la meilleure manière, les meilleurs algorithmes pour aller dégoter les candidats dans des bases assez importantes. Et c'est là-dedans qu'il y a une évolution beaucoup plus profonde. Je rentrerai dans le détail un petit peu après, mais justement parce que on va maintenant structurer, architecturer nos solutions techniques autour de l'IA avec des résultats quelquefois un peu surprenants. Et là, on peut peut-être parler d'un début de révolution dans l'interaction avec cette IA. Super, c'est très clair. Les ressources humaines ont donc bien deux rôles que vous avez évoqués, le rôle d'accompagnement à la transformation et le rôle de accompagner sur la montée en compétences sur tous ces sujets et utiliser l'IA dans certains des processus. Donc maintenant, on va passer du pourquoi au comment. On va parler concret, on va parler opérationnel, en commençant par Alain. Alain, peux-tu nous dire exactement, voilà, vous avez intégré l'IA, vous avez commencé à le faire. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples dans les ressources humaines de comment l'IA est utilisée? Oui, d'accord. Donc, en premier lieu, je le disais tout à l'heure, on a donné un cadre. C'est-à-dire qu'on a aussi des capacités qu'on a données à l'ensemble des collaborateurs de pouvoir utiliser l'IA dans un cadre bien clair. Donc on a, Catherine, si certains d'entre vous étaient à la keynote tout à l'heure, a parlé. Donc on a déployé un système d'IA qui est celui de Google aujourd'hui à tous les employés. Donc ça nous permet d'avoir dans un cadre clair, on en parlera aussi en termes de souveraineté, si on peut le dire, où on est capable d'assurer que nos données restent chez nous et ne sont pas du tout utilisées pour faire apprendre l'IA. Donc voilà, donc ça, on a un cadre très clair qui nous permet donc de pouvoir diffuser cet outil à l'ensemble des salariés. À partir de là, donc, on est capable après de monter en compétences et de pouvoir utiliser. Donc là, il y a tout un travail d'accompagnement et de formation qui est en cours sur les sujets dans l'ensemble du groupe. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Mais on peut faire des tas de choses. C'est-à-dire que tous les métiers ont des intérêts à aller utiliser ces moyens. Donc je vais prendre quelques exemples. On peut faire par exemple très facilement à partir de... On est quand même dans des sociétés très technologiques. Donc on a souvent des supports de présentation ou des supports qui sont très techniques et très touffus, très denses. On peut très facilement en faire un résumé audio et transformer ça en quelque part une relation avec un dialogue entre un journaliste et quelqu'un qui un peu spot l'ensemble des messages clés qu'on va retrouver dans un document. Donc vous donnez ce document, vous le donnez à manger à l'IA, vous lui dites faites-moi un résumé audio. Derrière, on a un résumé audio qui est 7 minutes et qui permet de spotter les points principaux du sujet. Un élément. D'autres éléments, les recrutements, on en parlait. Donc, on fait des recrutements avec la vidéo. On fait des appels à des fonctionnalités de l'IA pour nous aider à faire de la sélection. Mais c'est toujours une aide, bien sûr, à l'humain. Ça reste une aide à l'humain. La décision reste toujours à l'humain. On a des capacités aussi pour améliorer nos présentations. C'est aujourd'hui hyper facile d'aller chercher des images, faire des présentations, faire des infographies à partir d'un texte. L'IA le fait tout seul, il vous propose quelque chose. Il y a un champ des possibles qui est énorme. L'analyse documentaire, aller comparer des documents. Vous avez un appel d'offres, vous avez des réponses, vous allez aller chercher qu'est-ce qui match avec l'appel d'offres, où est-ce que sont les incomplétudes. Il y a un champ des possibles donc, énorme. Et donc, notre challenge aujourd'hui, c'est d'amener auprès des métiers, cette capacité à comprendre l'apport que ça peut avoir sur l'ensemble des métiers de l'entreprise. Donc là, on a un programme, on en parlera tout à l'heure, qui va nous permettre d'aller au plus proche des métiers, à expliquer ce que ça peut faire pour le métier donné, et donc avoir quelque part une approche dédiée avec des gens qui sont un petit peu des spécialistes du prompt engineering et qui vont montrer ce que ça peut faire sur le métier X ou Y. Merci. François, toi, tu as parlé d'outils que vous avez intégrés. C'est aussi une autre facette de l'intégration de l'IA. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, je vais faire écho à ce qui vient d'être dit. À ATR, on utilise cette technologie d'IA pour augmenter certains de nos processus. Pas les remplacer, mais les augmenter. Je vais citer deux exemples. Le premier, c'est le recrutement. Et on fait tout ça via des partenaires, évidemment. Le recrutement, on va utiliser une plateforme qui va se servir, elle, de l'IA pour aller étudier les comportements humains dans les réponses de nos candidats, pour mieux évaluer un petit peu l'intégration de cette personne dans un écosystème de collaboratrices, de collaborateurs ATR et faciliter un petit peu son intégration.
Deuxième volet dont je pourrais parler, c'est la gestion des compétences. Là aussi, via un partenaire, on a la chance à ATR d'avoir des collaboratrices et des collaborateurs qui sont bien ATR, qui sont attachés au produit, attachés à l'entreprise et qui veulent rester ATR. Et du coup, on a déjà cet esprit de mobilité qui est là, qui est puissant, etc. Et là, une fois, un thème récurrent, on va se servir de l'IA pour augmenter encore ce cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on va utiliser là aussi un partenaire. Chacune des collaboratrices, des collaborateurs ATR vont alimenter un profil de compétences, de postes, d'historique de postes. Et l'IA derrière va les proposer des postes auxquels la personne n'aurait pas pensé, mais qui correspondent à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 compétences qu'elle a déjà dans son profil. C'est très puissant. Encore une fois, ça ne remplace pas un déjeuner en tête-à-tête avec un collègue qui fait un autre métier, etc. Mais ça vient augmenter, je le répète encore une fois, ça vient augmenter une tendance qui existe déjà à ATR. Et je trouve que ça reprend bien ce que disait mon homologue. On ne remplace rien, on augmente, on améliore et on renforce une tendance qui existe déjà. Voilà. Laurent, avec ta vision macro, s'il y avait des chantiers à prioriser, ce seraient lesquels et comment les cadrer ? Je pense et je rejoins là plusieurs points qui ont été abordés. Je pense qu'il y a vraiment cette sensibilisation à amener, de bien comprendre qu'est-ce qu'on va chercher au travers de l'IA. Le terme valeur a beaucoup été employé. Je pense qu'il y a un peu l'IA buzz qu'on peut trouver parfois, qui dit on lance quelque chose, mais finalement on ne sait pas si ça va amener de la valeur, on ne sait pas si ça va être adopté par les collaborateurs. Et j'ai vu des cas aujourd'hui dans les différentes entreprises où je suis allé, malheureux finalement, de déploiement d'une IA en disant on va mettre un chatbot, on va mettre tel ou tel algorithme qui va aider sur un processus et faire gagner du temps. Et finalement de constater que ce n'est pas adopté, parce que pas travailler avec les métiers, parce que les métiers n'ont pas été impliqués au début, et je rejoins beaucoup sur le côté importance de l'implication métier dès le début dans la réflexion, et vraiment de poser la valeur. Alors la valeur, c'est à la fois le gain qu'on peut avoir, et nous on est très attachés aussi sur le côté impact collaborateur. C'est-à-dire en gros l'IA qu'on va mettre en place, quel impact, est-ce qu'il va avoir un impact positif à la fois sur le stress, sur la partie aussi valorisation du salarié, et ça aussi c'est important à intégrer dans la réflexion des cas d'usage. Finalement, quand on veut se lancer sur un cas d'usage, il y a cette réflexion à avoir qui est de dire, est-ce qu'en termes de valeur, est-ce qu'en termes de faisabilité, est-ce que je pourrais aller jusqu'au bout du cas d'usage dans un délai raisonnable, et de bien poser ça pour se dire ce que je lance, finalement je suis à peu près un peu confiant dans les résultats que je vais amener, et pas aller directement en disant il y aura un effet buzz derrière. Et je pense que le côté accompagnement, alors parfois, dans plein d'endroits où j'interviens, ce sujet-là n'est pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement d'investissement fort mis là-dessus. Et pour autant, je suis convaincu que le côté accompagner, former, faire monter en pratique, mettre en place des communautés et finalement s'assurer que ce sujet-là est bien compris, c'est clé, et c'est clé dès le début, et c'est clé en continu. Et donc il y a une vraie importance pour moi dans les programmes d'IA à bien appréhender finalement cet effort à mettre sur l'acculturation, la sensibilisation, l'accompagnement et la montée en pratique. Robin, toi tu as aussi une vision assez intéressante sur l'aspect recrutement. Peux-tu nous parler de le rôle de l'IA aussi dans ce secteur-là ? Alors ce qui est clair, c'est que s'il n'y a pas d'expertise, l'IA ça ne marche pas. Je pense que tous les gens qui sont dans la salle ont déjà fait l'expérience. Quand ils connaissent bien un domaine, par exemple d'interroger ChatGPT tout simplement sur un domaine qu'ils connaissent parfaitement, et on voit tout de suite quels sont les trous dans la raquette. Donc on peut imaginer au niveau d'une entreprise, quand on est sur des process complexes, que quand on n'a pas intégré les experts à la réflexion, très très vite on arrive à des problèmes et à une baisse de qualité. Alors nous, la manière dont on l'intègre chez Freelance République, alors il y a des aspects un peu triviaux, je ne rentre pas dedans, notamment évidemment venir renforcer des gens par exemple sur la communication, c'est des choses assez simples. Ce que font les utilisateurs aussi, hein, j'expliquais tout à l'heure, de résumer des échanges, d'étudier des CV, ce genre de choses. Là, on est vraiment sur une IA plaquée, donc encore une fois, une implémentation assez simple. Et les gens qui sont quand même des experts se rendent vite compte de ce qui peut être intéressant ou non. Là où on est allé un peu plus loin, et à mon avis, peut apporter vraiment une évolution dans le marché du recrutement aujourd'hui, c'est d'intégrer et de développer des IA natives. C'est-à-dire des IA qui vont, sans être trop techniques, vectoriser toutes les bases de CV, on va dire, toutes les bases de compétences et des fiches profils,
et surtout déboucher, et c'est là où c'est fondamentalement différent des filtres qu'on utilisait jusqu'à présent. Les recruteurs disaient, ben voilà, je cherche quelqu'un, par exemple, qui connaît le développement Java, qui est basé à Paris, dont le taux journalier n'excède pas 650 €, et puis là, les filtres lui sortaient quelques candidats. La différence fondamentale avec l'IA, c'est que quand vous donnez une fiche de poste à l'IA, l'IA va vous proposer des critères de sélection. Et ces critères de sélection, et c'est là où l'expertise des recruteurs est importante, ces critères de sélection, vous allez pouvoir dire à l'IA, bah oui, celui-là, il est pertinent, celui-là n'est pas pertinent. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que quelquefois, les critères sont des critères auxquels on n'avait pas pensé. Et donc, ça permet d'amener un éclairage encore plus intéressant dans la sélection des profils. Et donc, on a l'impression, alors c'est des solutions qu'on est en train de tester, on est un peu à l'état de l'art là dans le domaine du recrutement. Tout ça, c'est des solutions qui sont en train de se construire. Donc, on est en train de le faire tester par nos équipes. Nous, on appelle ça, les recruteurs, ça s'appelle Talent Advocate chez nous. Donc, c'est les Talent Advocate qui testent la solution. Et on commence à voir effectivement que avant, nos algorithmes nous permettaient de trouver les candidats qui venaient de postuler, les candidats qui étaient disponibles maintenant, et alors qu'aujourd'hui, on trouve les candidats pertinents dans l'absolu, quand bien même ils n'ont pas candidaté, et donc ça permet d'aller explorer des horizons beaucoup plus larges. Et le dernier point, j'en finirai là-dessus, à mon avis aussi intéressant, parce que j'entendais tout à l'heure, oui, on ne souhaite pas que l'IA apprenne de nos process internes. Quelquefois, ça peut quand même être intéressant, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui servent de l'IA comme d'un moteur de recherche. Personnellement, je vais de moins en moins sur Google, je vais de plus en plus sur ChatGPT. Hier, je cherchais un resto, parce que je viens de Paris, chercher un resto dans Toulouse. J'ai dit, et à la réception, ils m'ont donné une liste de 5 restos. J'ai demandé à ChatGPT lequel était le meilleur dans les 5, et il m'a fait tout un classement, etc. Et c'est pareil pour une plateforme de freelance. Ça veut dire que demain, quand on va choisir une plateforme de freelance en tant que client, on va aller sur ChatGPT. Il faut que ChatGPT sache bien de quoi on parle, ce qu'est Freelance République, quels sont nos avantages, parce que si on va être bien référencé, il faut aussi que l'IA nous connaisse parfaitement. Et Jérôme, pour terminer cette partie opportunité, pour toi, opportunité, où est-ce qu'il y a le plus de valeur et quelles compétences transverses sont un peu associées? Souvent, quand on parle d'opportunité, c'est ambivalent avec les risques et les inquiétudes qu'il peut y avoir aussi avec. Donc je pense que l'un ne doit pas aller sans l'autre. Quand on parle d'opportunité, je pense que pour la première fois, il faut réfléchir à sortir des silos organisationnels qu'on avait en entreprise, pour aller justement dans une entreprise qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus transversale d'un service à l'autre. Car l'IA, il faut la considérer, je pense, comme un agent virtuel, mais un agent. Et donc, je ne dis pas comme un humain à part entière, mais comme un agent qui a un impact sur l'interaction entre les collègues entre eux. Il faut réfléchir, je pense, à l'opportunité à se dire on peut travailler seul, mais on peut aussi travailler en collectivité. L'IA, ça reste un projet digital. Une grande probabilité, etc., de système probabilistique, mais ça reste quand même un outil technologique qui est transversal. Et donc, je pense que l'un ne doit pas aller sans l'autre. Souvent, quand on parle de... Ça nous donne aussi la chance, je pense, à des profils peut-être juniors, mais qui avaient peut-être un profil junior qui était avec une appétence plus aux sciences humaines et sociales que informatique, que mathématiques, qui était, vous savez, quand on fait les études... au bac, tout ça, première, terminale. Moi, j'étais dans une génération, on me disait, si tu es bon en maths, ça ouvre un champ des possibles au niveau des métiers qui est assez grand. Et puis, plus vous allez vers les sciences humaines et sociales, et plus, finalement, ou la littérature, et plus ce champ, il se réduisait. Bon, moi, c'était comme ça. J'ai eu mon bac en 96, c'était ça. Et je pense qu'avec cette intégration de cette émergence de l'IA dans toutes ses formes, ça va donner justement la chance à des profils nouveaux aussi d'acquérir aussi des expertises et des responsabilités nouvelles qui sont plus grandes que ce qu'elles étaient. Je donne un exemple, je parlais avec une amie qui est médecin et qui avait eu le retour du doyen de la fac de médecine qui disait « mais moi je dois repenser même le profil de mes équipes soignants et paramédicaux parce que presque j'ai envie de leur dire c'est plus la technique que j'ai besoin maintenant, la connaissance du secteur oui, mais peut-être plus la relation médecin-patient, l'empathie. Ouais, des valeurs que l'IA, en tout cas, pour l'instant, elle ne sait pas faire. Et peut-être que moi, pour recruter les gens, je vais devoir leur dire montez-moi un meuble Ikea pour comprendre comment ils travaillent ensemble, en fait.
Et c'est là où c'est une opportunité, il y a un risque aussi, si ce n'est pas bien encadré. C'est se dire, créer des protocoles métiers, des fiches métiers, mais comment les gens interactivent entre eux. On parle du phénomène shadow IA, c'est-à-dire des employés, des salariés qui utilisent l'IA, mais sans le dire à ses collègues ou encore plus à ses patrons. Et en fait, ça les isole d'un point de vue performance, d'un point de vue collectivité. Et donc l'opportunité, je pense, elle est aussi de réinventer la valeur du travail, la culture au travail, et peut-être tout simplement donner du sens aux conditions de travail et à la valeur vraiment de ce qu'on en fait des méthodologies autour de l'organisation au sein du travail, quoi. Merci Jérôme. Pour résumer, donc, tout ce que l'IA peut apporter, on retient un gain de temps, un gain peut-être en créativité, de l'aide à la décision, aussi un gain en qualité, accessibilité à l'information. Mais tous ces avantages-là, et Jérôme a fait une super transition pour la partie suivante, il faut les cadrer. Il y a aussi des risques à connaître qui sont importants. Tu parlais de Shadow AI. Effectivement, il y a une étude du KPMG qui est sortie là, en 2025 qui montre que 57% des salariés se cachent de leur usage de l'IA et que 48% ont avoué injecter des données sensibles auprès de ces IA sans que l'employeur le sache. Donc on va parler de ça maintenant et on va commencer par Laurent. Déjà quand on parle de cadrage de l'IA, peut-être que vous pensez à l'AI Act, à cette réglementation qui vient de sortir. Laurent, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette réglementation? Qu'est-ce que c'est déjà et pourquoi on doit y faire attention? C'est une réglementation européenne et en fait qui va encadrer finalement toute la partie IA. Moi, la vision que j'en ai aujourd'hui, c'est que c'est quand même un ensemble aussi de bonnes pratiques et de façons d'aborder le sujet. Nous, on a fait de l'IA pendant plusieurs années et en fait, il y a beaucoup de règles qu'on retrouve au sein de l'IA Act qui sont finalement des règles de bon sens ou en tout cas qui doivent s'appliquer dans les projets. J'ai en tête en gros tout ce qui va être explicabilité. Finalement, quand j'utilise, si je prends par exemple une recherche documentaire, sur quoi l'IA s'appuie en termes de documents, quels sont les critères qui font qu'elle me propose tel score sur un CV et ainsi de suite. Finalement de se dire c'est pas une boîte noire, elle est capable de me donner l'explication qui va bien, ça effectivement c'est un des points soulignés par l'IA Act, c'est quelque chose qu'on pratique aujourd'hui et historiquement lorsqu'on met en place ce type d'algorithme, en tout cas c'est une bonne pratique pour moi. Il y a tout le sujet de la donnée, puisque finalement on parle beaucoup d'IA, on voit que de plus en plus derrière l'IA qui est un peu sous les feux de la rampe, il y a tout le sujet de la qualité de la donnée, qualité de l'historique de données, qui va me permettre d'ailleurs d'entraîner l'algorithme. Et ça, ces questions-là, finalement, elles ne sont pas nouvelles, bon, elles sont remises en perspective avec l'IA Act, mais pour autant, c'est des choses aussi où là, il faut se poser ces questions-là. Enfin, c'est vrai qu'il y a un impact aussi de l'IA Act sur la partie RH, puisque aujourd'hui il y a certains cas d'usage qui sont encadrés ou en tout cas qui sont vus comme des risques majeurs. Je pense notamment à la partie recrutement. Alors comme je fais pas mal de formations sur le sujet, et notamment j'explique ce que c'est l'IA Act, j'ai un cas d'usage que j'évoque souvent, c'est l'analyse vidéo des candidats. Il y a l'analyse vidéo d'un candidat, si on va très loin dans l'analyse, alors j'ai un exemple d'une entreprise américaine qui va très très loin dans l'analyse de la vidéo, qui enregistre le candidat et qui fait des analyses de faciès, de posture, d'expression orale et ainsi de suite. Bon, ça, l'IA Act, quelque part, ça va rentrer dans quelque chose d'interdit. Donc c'est aussi une manière de se prémunir de certains cas d'usage et à bien intégrer pour moi lorsqu'on réfléchit à ces cas-là, pour se dire finalement est-ce que je peux le lancer ou pas. Ça ne sert à rien de lancer un cas d'usage pour dire je vais devoir l'arrêter dans quelques mois. Donc il y a un vrai sujet pour moi. Alors encore une fois, pour moi, je ne vois pas l'IA comme un sujet réglementaire. Pour moi, c'est aussi un ensemble de bonnes pratiques. C'est un moyen de bien se sensibiliser à qu'est-ce qu'on met derrière l'IA et comment bien l'encadrer. Encore une fois, pour moi, la transparence de l'IA, la qualité de données, et puis finalement de se dire il y a des choses qui éthiquement ne sont pas viables. Ces questions-là, ça permet de se les poser dès le début et finalement de faire des choix éclairés lorsqu'on se lance sur ce type de sujet. Et je parlais de sensibilisation, je pense que quand on sensibilise, il y a à la fois sensibiliser aux opportunités de l'IA, mais bien aussi mettre en compréhension des risques. On parle beaucoup et on voit beaucoup se développer les systèmes documentaires avec notamment ce qu'on appelle les RAG et la capacité d'interroger facilement des documents. C'est pas si facile aujourd'hui. En gros, l'IA peut halluciner, c'est-à-dire que je peux lui faire digérer des documents, il peut me donner une réponse qui n'est pas juste. Et aussi, il y a cette compréhension qu'à un moment, l'IA peut donner des réponses qui ne sont pas justes et comment je m'assure ou comment je mets des garde-fous pour m'assurer que finalement, je ne prends pas pour argent comptant, entre guillemets, ce qui m'est donné. Donc moi, je vois l'IA Act à la fois comme une réglementation, certes, mais aussi comme une opportunité d'avoir des algorithmes d'IA finalement qui sont au service des métiers.
Jérôme, toi, tu parlais de deux risques. Tu parlais de l'IA agentique et tu parlais aussi du risque sur les jeunes carrières. Oui, tout à fait. Ça m'arrive aussi de donner des formations ou d'incorporer au fait le secteur de l'éducation et de l'école. Il faut comprendre que là, les nouvelles générations qui sont nées en 2020 avec l'émergence de l'IA, le vrai risque, bon, qu'on appelle la génération bêta, il ne faudrait pas que le bêta, qui correspondait à la deuxième lettre de l'alphabet grec, devienne le bêta pour bête, tellement ils sont dépendants de la technologie et ils perdent, finalement, on le voit, pour argent comptant, ce que l'IA donne, et ils perdent leur esprit critique et leur analyse critique. Pour moi, ça, c'est déterminant. Et la plus-value humaine, finalement, de supervision humaine, d'ajustement de nuances ou de contextualisation de l'IA par rapport aux data et aux résultats qu'il en donne, va passer justement sur cet esprit critique et analyse critique. Bon, moi, l'éthique, c'est mon domaine d'expertise. Donc, si vous voulez, dedans, quand on parle d'éthique associée à l'IA, vous l'avez très bien dit, c'est autour de la data aussi. C'est est-ce que votre donnée qui alimente l'IA, elle est intègre, pertinente, cohérente, représentative d'un secteur précis, sans biais? Est-ce que l'algorithme qui alimente, qui est le moteur finalement d'exploitation de l'IA, est-ce qu'il est robuste, fiable, transparent, pertinent? Et tout ce qui est aussi ce qu'on appelle l'éthique des systèmes, c'est l'interaction entre l'agent artificiel et l'humain. Est-ce qu'on prend l'approche plutôt centaure ou l'approche cyborg? C'est-à-dire centaure, c'est, vous voyez, c'est le corps d'un cheval, enfin le bas du cheval et de l'être humain en haut. Est-ce que finalement on laisse l'IA faire des choses spécifiquement toute seule et l'être humain fait d'autres tâches mais sans l'IA? Ou si l'approche cyborg, c'est on mélange les deux. Mais ce n'est pas le même impact. Je vous donne un exemple, c'est en médecine. Il y a des études qui sont sorties. Le médecin seul est plus performant que le médecin augmenté avec l'IA. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il peut avoir des divergences de diagnostic, etc. Et ça met des biais, des troubles sur le résultat final. Et même l'IA seule est plus forte que l'IA avec l'être humain. Mais ça, c'est dans le domaine de la médecine, parce qu'ils ne sont pas encore formés, tout ça. Donc l'interaction est hyper importante. Il y a tous les risques qu'on n'a pas parlé aussi d'un point de vue plutôt sociétal et planétaire sur l'environnement durable, l'impact aussi d'environnement durable de l'IA sur la planète, tout ce qui est aussi organisationnel, stratégique, tout ce qui est la pratique mise en place. Derrière, le quid des responsabilités. Tout ça, il faudra le mettre en place et c'est vrai que c'est un des travaux des services RH, notamment associés toujours au juridique, au service aussi de la stratégie. En fait, moi, quand j'anime ou que je fais du consulting pour la bonne intégration de l'IA au sein d'une entreprise, en face de moi, le groupe de travail, il est pluridisciplinaire. Parce qu'en fait, tout le monde est concerné par l'IA à un moment donné dans l'échelle de l'entreprise. Alain, Laurent a parlé tout à l'heure des biais. Est-ce que toi, au sein de chez Airbus, il y a plusieurs risques qui sont importants, les biais culturels, la propriété intellectuelle aussi, et puis cette surdépendance à l'IA. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue? Oui, oui. Alors essentiellement, ce que je disais, déjà on a posé dans le groupe un cadre, c'est-à-dire qu'on a donné la capacité aux gens d'utiliser l'IA dans quelque chose maîtrisé par l'entreprise. Donc on a dit, vous pouvez là utiliser les données de l'entreprise, vous pouvez utiliser l'IA, vous pouvez explorer, vous pouvez y aller. Ensuite, on a, pour des cas plus compliqués, c'est-à-dire où on a besoin de data analyse, etc., on a aussi une gouvernance particulière qui permet de channeler tous les besoins qu'on a dans des groupes de travail avec des experts qui là, maîtrisent un petit peu la façon d'utiliser l'IA. Donc on arrive comme ça à effectivement contrôler les usages de l'IA. On a par exemple on a donné la capacité d'utiliser une IA et on a aussi une capacité de dire les autres IA aujourd'hui de façon native, même si on expérimente dans certains cas, comme je disais, très particuliers, mais les autres IA, de façon générale, sont interdites d'usage. Et donc, on est capable de remonter les usages, par exemple, d'un ChatGPT, qui aujourd'hui n'est pas l'IA qui est positionnée, en disant, attention, là, vous utilisez ChatGPT, faites attention, ne mettez pas des données d'entreprise, nanana. Voilà, donc, on est capable de donner ce cadre-là qui permet aux gens d'explorer et d'utiliser l'IA. Donc, ça nous permet de maîtriser notre IP. Donc, là, ce que je disais, on est dans un cadre de gouvernance où ce qu'on met aujourd'hui dans Gemini, puisque c'est l'IA qu'on utilise, ne sort pas de l'entreprise. Et ensuite, après, en termes de biais, oui, c'est aussi toute l'acculturation. Et là, sur les formations qu'on donne, etc., attention, l'IA, c'est qu'un moyen. Venez, faites attention. Vous avez votre
toujours votre capacité d'analyse, de décision qui doit primer sur ce que vous ramène l'IA. Donc sur certains sujets, apprenez à avoir un esprit critique, développez-le. Donc dans les cadres des formations qu'on doit déployer aussi côté ressources humaines, etc., c'est aussi ça qu'il va falloir aussi faire monter, c'est apprendre aux gens à utiliser cet outil et à aussi maîtriser ce que peuvent être les biais et les apports négatifs de cet outil. François, toi qui es vraiment dans un cœur de métier assez niche et assez critique, tu as beaucoup parlé de cette aide à la décision. On ne peut pas laisser l'IA choisir. Je te laisse parler de ce sujet. Avant toute chose, la question que tout le monde se pose, c'est quel restaurant t'as recommandé cette IA, Robin? Non, alors ATR, en fait, ce qu'il faut savoir, et je rebondirai sur ce qui a été dit, quand on interroge l'IA, on interroge une statistique. Et plus on descend finement dans l'expertise, et moins la réponse va être fiable. ATR, on est sur une niche. C'est-à-dire que si on parle d'IA et qu'on parle d'ATR, on va parler d'avions à turbopropulseur, d'avions à turbopropulseur à aile haute, d'avions à turbopropulseur à aile haute de 40 à 80 places. Donc on voit que déjà, on est assez fin. On a fait le test il y a quelques temps déjà. ATR, c'est pas compliqué, on existe depuis 81 et on fabrique pas 10 avions, on fabrique 2 avions, l'ATR 42, l'ATR 72. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à une IA de nous parler de l'ATR 42. Pas de bol, il nous a parlé de l'ATR 72. Du coup, je reviendrai sur ce que je disais au début. Curiosité, oui. Prudence, avant tout. L'IA ne fait pas tout. L'IA se trompe. Donc, on augmente des processus. Là aussi, c'est ce que je disais. On augmente des processus. On ne remplace rien. Et Robin, de ton point de vue, quels sont les usages risqués de l'IA dans le recrutement? Déjà, moi j'aime bien la manière dont François et Alain utilisent l'IA, parce que je pense que ça démontre exactement ce qui est en train de se passer. Je pense qu'à peu près personne ne comprend exactement ce qu'est l'IA, ce qui se passe derrière, etc. Et donc, quand on ne comprend pas, alors il y a beaucoup de gens qui en parlent, qui testent des choses dans leur coin. Il y a aussi beaucoup de bullshit dans l'IA. J'entendais tout à l'heure parler d'une solution où le candidat est filmé et puis l'IA dit derrière, voilà, en fonction des expressions du faciès, on en tire des conclusions sur le profil. Je ne suis pas sûr que quiconque, y compris les plus grands spécialistes en neuropsychiatrie, soit capable de dire si les résultats donnés par l'IA sont bons ou pas. Et si je devais développer une start-up dans le secteur, je pense que je bullshitterais pas mal le truc en disant bah, tiens, lui il est comme ci, lui il est comme ça. L'important c'est que le client croit que le résultat est bon. Et malheureusement, là on parle d'être humain, on parle de recrutement, c'est la vie des gens qui est en jeu. Je crois que c'est très dangereux d'aller sur ce type de solution. Et donc j'aimais bien ce qui a été dit avant parce que, je répète encore, je pense que l'IA est vraiment indissociable de la compétence et de l'expertise des personnes. Il faut faire ça conjointement avec vos experts qui sauront vous dire oui, là on est dans la bonne direction, là on n'est pas dans la bonne direction, là il y a beaucoup d'hallucinations, là il y a des résultats qui sont pertinents. Et au-delà de ça, je pense que ça va poser de plus en plus des problèmes éthiques qui vont se régler assez simplement. Sans vouloir paraphraser un cinéaste que j'aime beaucoup, en général, le monde se divise en 2 catégories. Alors, il y a ceux qui vont vouloir tout faire avec l'IA, et puis ceux qui vont être complètement à l'opposé. Une fois, je discutais avec un ami du fait que j'avais entendu Bill Gates expliquer que dans 2 ans, on n'aurait plus besoin de professeurs ni de maîtresses dans les écoles parce que l'IA pourrait enseigner aux enfants. Il m'avait répondu, ben moi, je mettrai mon enfant dans la dernière école où il y aura une maîtresse. Et nous, au Freelance République, on va être la dernière plateforme où il y aura quelqu'un pour échanger au téléphone et on n'échangerait jamais avec une IA. Et je pense que ça, c'est vrai dans tous les secteurs. Il va y avoir un peu plus... l'IA moins on sera capable de dire qu'on est en train d'échanger avec une IA, plus la législation va se durcir, on sera obligé d'expliquer que vous échangez avec une IA. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne souhaiteront pas le faire. Moi, quand je reçois des coups de téléphone pour me proposer la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de ma maison, souvent j'ai une IA au bout du fil. Alors comme ce n'est pas très bien fait, je vois tout de suite que c'est une IA, je raccroche. Je pense que si demain je dois me passer 2 ou 3 minutes d'échange pour me rendre compte que j'ai une IA, je serai encore plus énervé, j'ai encore moins envie d'acheter les panneaux photovoltaïques. Donc rassurez-vous, il y a encore une belle part pour l'être humain dans tout ça.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le recrutement, forcément, qui sont venus là ce matin. Votre rôle, il va rester essentiel encore très longtemps. Les professeurs Nimbus qui disent aujourd'hui on peut recruter simplement avec de l'IA en confiant à l'IA le soin d'aller chercher les bons candidats, ça ne marche pas. On a eu un beau panorama des risques, pour récapituler: risques juridiques, les biais, risques de protection des données, l'impact sur l'humain, l'impact sur l'emploi. Pour terminer cette table ronde, on va finir par vous donner des actions concrètes si vous voulez commencer à intégrer l'IA, ou du moins l'intégrer, continuer à l'intégration, mais peut-être en ajoutant des choses qui n'auraient pas déjà été mises en place. On va commencer avec Laurent. Laurent, si tu peux nous donner des actions concrètes pour intégrer l'IA dans les processus, qu'est-ce que tu pourrais nous donner ? Je pense qu'il y a une action qu'on a beaucoup abordée, c'est finalement bien reposer un peu le problème et comprendre de quoi on parle. Je rejoins beaucoup sur le côté, finalement, l'IA, on en parle beaucoup, il y a plein de choses qui sont dites. Je pense que déjà se remettre un peu au clair sur de quoi parle-t-on, sachant qu'il y a les sujets d'IA générative, on déploie du ChatGPT ou autre, il y a les sujets d'IA plus classiques où on veut intervenir sur le process avec beaucoup plus de valeur. Bien appréhender les opportunités, les risques, de quoi on parle, c'est clé. Et aujourd'hui, je pense que déjà arriver à bien poser ça, qui est de dire un accompagnement déjà de la RH pour bien comprendre de quoi on parle, et puis après être en capacité de pouvoir le déployer au sein de l'entreprise, pour moi c'est majeur, et de bien poser auprès des différentes populations comment on leur présente le sujet. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté-là de remettre un peu, j'allais dire, l'église au centre du village, qui est de bien comprendre en gros qu'est-ce qu'on met derrière, c'est quoi les risques, les opportunités, et finalement se poser le bon questionnement avant de se lancer. Expérimenter aussi, c'est important, de pratiquer aussi, et ça, et quelque part aussi en le dirigeant, ou en tout cas en amenant un cadre. On a parlé de la charte, comme vous avez pu le mettre en place, et je pense que c'est important aussi d'amener cet élément aussi de charte qui encadre l'usage, et de bien sensibiliser les collaborateurs là-dessus. Et donc il y a vraiment tout cet accompagnement-là à mettre en place et à bien prévoir. Ça, c'est le premier point. Sur le choix des cas d'usage, moi je reste vraiment dans... On peut faire, moi je fais pas mal de sessions d'idéation, des cas d'usage, on en fait émerger plein. Et si on fait une session, moi il y a des fois je me suis retrouvé avec 400 cas d'usage, tout le monde a plein d'idées. Dans les faits, quand on commence à passer au tamis ces cas d'usage, est-ce que c'est faisable? Est-ce que j'ai une qualité de données? Est-ce que finalement on va vraiment apporter de la valeur? Est-ce que finalement ça va vraiment être utilisé derrière? La liste soudainement elle se restreint beaucoup. Donc je pense qu'il y a aussi dans la manière d'aborder le sujet une vraie, et poser bien le cadre de vos cas d'usage pour aller chercher un cas d'usage où vous aurez de la qualité de données, où vous saurez l'amener jusqu'au bout, et où vous aurez vraiment une valeur confirmée dès le début, plutôt que de lancer quelque part sans trop savoir tel ou tel cas et constater que finalement ça apporte du buzz mais finalement pas grand-chose, et être déçu derrière. Donc il y a vraiment pour moi ces points-là qui sont à bien poser. Et puis effectivement on voit l'arrivée de l'IA Act, je pense aussi c'est de bien l'anticiper, sachant que pour moi ça reste aujourd'hui des bonnes pratiques par rapport à la manière d'aborder l'IA. Alain, bien sûr, quand on va intégrer l'IA, on doit penser à mesurer l'impact de cette intégration. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour mesurer cette intégration? Alors, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on est capable de voir quels sont les usages de l'IA, donc notamment de Gemini. Donc on mesure ça de façon régulière sur l'ensemble des postes. Ça nous permet d'identifier les profils qui sont en usage de l'IA, la moyenne d'utilisation, combien de temps on y passe par mois, donc un petit peu regarder ça, d'identifier aussi, et c'est ça qui est clé, je rejoins sur l'accompagnement, les ambassadeurs, c'est-à-dire les gens dans les métiers qui sont utilisateurs de façon un peu massive, et sur lesquels on va aller s'appuyer pour aller expliquer et diffuser auprès de leurs collègues qui font le même métier qu'eux, quel est l'apport de l'IA, comment ça peut être utilisé, etc. Donc ces indicateurs, c'est clé pour quelque part augmenter le taux d'adoption. Et ensuite, on essaie de mesurer aussi l'efficacité des cas d'usage qu'on fait avec l'IA. Donc on regarde, et on a fait quelques expérimentations en faisant des choses un peu un double couloir. On utilise et on développe alors là je parle sur mon métier, des solutions au travers quelque part de processus classiques. Et on fait la même chose au travers de processus augmentés. Et à la sortie, ça nous permet de mesurer... est-ce qu'on a un vrai gain d'efficacité ou est-ce que ça ne sert à rien? Ou est-ce que finalement, on n'a pas un gain au côté, on a plutôt une perte, etc. Donc on essaie de mesurer aussi l'efficacité de l'IA sur un certain nombre de processus. Et le premier cas, je dirais, c'est sur le taux d'adoption, où là, c'est important d'identifier quelque part les ambassadeurs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour aller déployer les programmes de formation, parce que c'est clé, il faut qu'on aille aux proximités des métiers pour aller expliquer
comment l'IA peut aider le métier X ou Y à mieux fonctionner, à se débarrasser des tâches répétitives, à aller plus vite, à être plus productif et quelque part mieux au travail aussi. Hein. Jérôme, de ton côté, quel est le rôle des ressources humaines et qu'est-ce que les ressources humaines peuvent faire pour tout ce qui est conduite du changement et quelles compétences prioriser pour cette transformation? En fait, les ressources humaines peuvent servir et être un impact à différents niveaux de l'entreprise. On n'a pas beaucoup parlé, mais au niveau du recrutement, rien que le profil. C'est-à-dire que les profils sont en train de changer pour un même poste de métier. Et donc, il faut réinventer même la fiche métier par rapport à des nouveaux profils qui peuvent être même plus opportuns ou plus performants que d'autres. Là où je vois une certaine déviance ou un risque, on n'en a pas parlé, c'est le quid de recruter des profils juniors. Parce qu'on a dit, oui, l'IA, ça peut être un super outil si elle est accompagnée de quelqu'un qui est hyper expert dans son domaine, une très bonne connaissance du secteur et tout ça. Un junior, par définition, qui sort de l'école, n'a pas cette expertise-là. Et ce qui est en train d'arriver, je le vois dans certains grands groupes, c'est qu'au lieu de recruter 5, 6, 10 juniors pour des mêmes catégories, ils en recrutent 2. Par contre, les 2, ils maîtrisent toutes les batteries d'IA. Donc quand on me dit, oui, demain, est-ce que je vais me faire remplacer par une IA? Déjà, vous allez vous faire remplacer par une personne peut-être un peu plus jeune, mais qui a une très bonne connaissance du secteur aussi en 2-3 ans, mais qui maîtrise la tech comme personne. Ça, c'est un premier. Donc il y a de la formation continue aussi et alternative que les entreprises vont devoir appréhender et intégrer dans leur process de RH pour que les personnes qui sont plus juniors, mais qui sont déjà en entreprise depuis 3-4 ans, puissent acquérir aussi et être sensibilisés. On a parlé de formation, etc., des ateliers de sensibilisation, des outils. Donc les RH, c'est aussi dans l'organisation qu'il faut qu'elles mettent en place toute une nouvelle culture autour de l'IA et comment on l'incorpore. On l'a très bien parlé de les finalités. Pour qu'un outil fonctionne bien, ce qui est important, c'est qu'il fasse adhésion, entre guillemets, c'est qu'il soit bien compris et qu'on comprenne ce qu'on a entre les mains. Donc c'est une fiche de l'outil, des fonctionnalités précises, c'est quoi sa finalité, qu'est-ce que c'est ses enjeux, quels sont les points qui sont pertinents, les points qu'il faut faire de vigilance et faut faire attention. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Moi j'aime bien dire qu'un projet digital, pour qu'il soit bien appréhendé et compris et donc apprécié par les salariés, il faut que ça soit un outil simple, applicable, pertinent, flexible et hybride dans une organisation. On n'impose pas une IA dans une organisation, c'est l'IA qui va s'adapter à l'organisation dans un premier temps et par l'usage, collectif ou individuel, l'IA elle va forcément impacter l'organisation, mais pas dans le chemin inverse. Donc les RH là-dessus, elles auront un rôle pour moi encore plus moteur qu'avant, parce qu'elles vont devoir forcément avoir des passerelles avec des services juridiques, de la com interne, externe, mais aussi forcément avec le service du numérique, la stratégie de l'entreprise, tout ça est lié. Très rapidement, pour finir avec François. François, pour ne pas compromettre votre expertise métier, par où vous avez commencé? Ce qu'on a commencé par se dire, c'est faire de l'IA juste pour dire qu'on fait de l'IA, attention, oui. Comment dirais-je, la stratégie qu'on a adoptée, c'est quels sont les cas d'usage. Est-ce qu'on va imposer l'IA à des gens qui n'ont rien demandé? Il y a eu une mode il y a quelques mois, et je le vois dans mes usages privés, de saupoudrer toutes les plateformes que j'utilise avec de l'IA. Moi, mon premier réflexe, c'est de dire, attendez, moi, j'ai rien demandé, je me débrouille très bien sans, qu'est-ce que vous allez me faire? Donc, ce qu'on a fait, c'est d'abord, déjà, on a écarté les fonctions opérationnelles de conception et d'assemblage d'avions, on s'est concentré sur les fonctions support. Fonctions support, c'est quoi? C'est communication, marketing, ressources humaines, commerciales, et j'en passe. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Je vais donner un exemple concret. ATR, on est un groupe franco-italien. Mon italien, il est un peu rouillé. Là, l'IA, moi, elle me est super utile quand je veux adresser un collègue qui est italien et qui ne parle pas français dans la traduction de documentation technique. Je pense qu'il faut, c'est des termes que je vais une nouvelle fois répéter, curiosité, super, prudence avant tout. Pourquoi est-ce qu'on s'en sert? Si c'est juste pour dire, on a fait de l'IA, notre avion, il est bourré d'IA, on n'y est pas encore.
Merci beaucoup. Donc on retient que la recette, vraiment, c'est identifier les besoins et cas d'usage, construire un peu une feuille de route à partir des exigences et des contraintes que vous avez, implémenter, déployer cette feuille de route et mesurer l'impact de ce déploiement. Avant de terminer, si vous pouvez clôturer avec une phrase chacun, la phrase qui vous définit, le message que vous voulez faire passer aujourd'hui pour finir. Alain, je vous invite à commencer pour la petite phrase. Enfin, la petite phrase, le résumé, donc l'IA, voilà, c'est un game changer, c'est un partenaire, il faut le voir comme ça, c'est quelque chose qui nous permet de nous augmenter, de supprimer des tâches répétitives, mais pour ça, il faut arriver à accompagner les gens, former, aller au contact des métiers, expliquer, et donc c'est un véritable game changer qui nous permettra d'être plus épanouis au travail et en même temps d'être plus efficace. En résumé, j'aime bien dire qu'il faut sortir des siècles des Lumières pour rentrer dans le siècle des intelligences, où finalement l'émergence de l'IA nous pousse à redéfinir ce qui est le sens au travail et du travail. Je pense que c'est déterminant. Laurent ? Je rejoins sur le côté sens et valeurs qui sont importants pour moi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'IA entre guillemets pour faire de l'IA, on fait parce que ça apporte et ça apporte au métier, c'est un vrai assistant. Et encore une fois, l'accompagnement qui est clé et qui est parfois, dans plein d'endroits où je joue, assez négligé. De mon côté, une phrase qui me revient en tête et qui n'est absolument pas de moi, mais que je trouve très juste. L'IA ne nous remplacera pas, ne vous remplacera pas. Vos collègues, nos collègues qui savent l'utiliser, nous remplaceront, vous remplaceront. Donc appropriation, utilisation, avec une éthique, prudence, mais la seule chose à ne rien faire, ce serait de ne rien faire. Voilà. Et Robin ? Je pense que l'humain doit rester au centre avant tout. Faire de l'IA vraiment efficace, c'est très technique, c'est très compliqué. Après, la tendance est de saupoudrer de l'IA un petit peu partout. Donc ça, j'appelle tout le monde à prendre du recul par rapport à ça et à vous concentrer vraiment sur l'efficacité et sur vos cœurs de métier et pas perdre... pas lâcher la proie pour l'ombre en disant voilà, je vais mettre de l'IA un peu partout, parce que vous allez sûrement constater des baisses d'efficacité. Merci. Avant de quitter cette salle, posez-vous la question, qu'est-ce que vous retenez d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a 3 actions concrètes, 3 valeurs avec lesquelles vous pouvez ressortir aujourd'hui? Posez-vous vraiment ces questions. Je pense qu'on peut les applaudir et remercier tous ces intervenants pour leur participation.